Oui, voilà, il y a le débat avec Christian Courtois, mais il y a le débat tout de suite avec Jérôme Sainte-Marie. Bonjour Jérôme Sainte-Marie. Bonjour. Voilà, vous êtes spécialiste des études d'opinion et vous êtes aussi chargé de la formation des cadres ORN. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il y a un mouvement de fond dans la société française. Je regardais la dernière étude d'IFOP sur les intentions de vote aux législatives, par exemple, où on sent que le pays réel, en quelque sorte, est devenu vraiment majoritaire dans les études d'opinion. Oui, enfin, je ne suis pas sûr que ce soit le pays réel, comme on dit, Mmh. ou comme disaient certains, mais c'est tout simplement la majorité des Français. Il y a un autre sondage que je vais donner celui-ci parce qu'il est passé un peu inaperçu pour l'instant. C'est un sondage fait par l'Institut Via Voice pour Libération. Vous voyez, mes sources sont éclectiques. Et 54% des Français se disent aujourd'hui prêts à voter pour le Rassemblement national à l'avenir. 54%, c'est énorme, il n'était que 43% l'an passé, selon ce même indicateur Via Voice. Et sur les 54%, 32% disent l'avoir déjà fait. C'est sans doute un peu minoré, mais enfin voilà. Et 22% disent pouvoir le faire pour la première fois. Donc la progression est massive. C'est Alors, ce qui est intéressant de voir dans les intentions de vote, mais ça on va peut-être y revenir, c'est que malgré l'élévation du niveau des intentions de vote, la structure ne change pas tant que ça. Alors évidemment, quand vous êtes à 35% d'intention de vote, vous commencez à progresser dans tous les milieux. Mais en réalité, les contrastes sociaux, qui me sont chers, j'aime bien les clivages sociologiques, eh bien ces clivages demeurent très forts. Alors, ces clivages, c'est-à-dire, on a l'impression que c'est le peuple contre les élites, les périphéries contre les métropoles, la structure du vote Rassemblement national, et on parlera peut-être un peu du nom de la droite, est plutôt populaire, enracinée, pauvre. Bon, c'est très simple, hein. Dès que vous prenez les indicateurs de capital social, comme on dit, le fait d'avoir de l'argent, d'avoir du patrimoine, d'habiter en centre-ville, de d'avoir un haut niveau de diplôme. Enfin, on peut faire tout ce qu'a écrit Christophe Guilly, Jérôme Fourquet, moi-même parfois, etc. Dès que vous prenez les indicateurs donc, de capital social, plus ils sont faibles et plus vous votez pour le Rassemblement national. Ça ne change pas. Notamment le niveau de diplôme, qui est aujourd'hui moins un niveau d'éducation que, comment dirais-je, Un niveau que d'adaptabilité au système. oui, c'est-à-dire une forme d'aisance sociale. Alors parfois, c'est des assignats scolaires, on le sait bien, mais malgré tout, la confiance que l'on a pour se mouvoir dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, eh bien, plus c'est fort et moins on vote pour le Rassemblement national. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que le vote Rassemblement national se renforce. Encore une fois, on est à 33-35%, alors qu'en face, tout le paysage se décompose. Donc non seulement il y a une progression, mais ça, bon, bah forcément, c'est quelques points, mais c'est surtout qu'en face, c'est le chaos le plus total. Oui, on voit bien les autres mouvements en fait s'éparpillent, la structuration de leur vote change. Il y a quand même quelque chose qui change aussi dans la structuration du vote pour le Rassemblement national, c'est qu'on voit que les retraités sont de plus en plus nombreux à voter pour le Rassemblement national et que malgré tout, même si la base reste populaire, et vous avez raison de revenir sur ces indicateurs sociaux, il y a quand même une élévation, vous gagnez des voix dans le patronat, vous gagnez des voix chez les fonctionnaires, enfin, vous gagnez des voix dans les classes moyennes et même les classes supérieures. Bien sûr, on gagne des voix partout, mais n'exagérons pas cette dimension-là. Forcément, encore une fois, quand vous êtes donné à 50% au second tour dans les sondages, c'est bien que vous avez touché tous les milieux. Et c'est bien le but. Mais ça ne signifie pas que les choses soient égales. Je sais qu'un de mes anciens confrères, Frédéric Dabi de l'IFOP, parle de vote attrape-tout. C'est pas vrai du tout. Un vote attrape-tout, ça veut dire que l'on ferait à peu près les mêmes scores dans toutes les catégories. Non. On a progressé ces derniers mois, ces dernières années, on a progressé partout, y compris dans nos zones de force. Alors, j'ai écrit un bouquin qui s'appelait Bloc populaire, donc je suis assez attaché à cette dimension du vote. Je n'aurais pas cru, quand je l'avais écrit il y a 4 ans maintenant, que l'on pouvait encore progresser dans les catégories populaires, c'est-à-dire les ouvriers, les employés. Eh bien, c'est le cas. C'est le cas, c'est-à-dire qu'on est passé de 36% à 50% au premier tour. C'est des choses incroyables. Ceux qui résistent vraiment au vote Rassemblement national, vous avez raison, ça progresse chez les retraités. Mais si on fait attention
plutôt les retraités d'origine populaire que les retraités prospères. Nous progressons beaucoup chez les fonctionnaires, ça c'est très net. Mais là où nous restons quand même très faibles, c'est chez les cadres. Alors évidemment, on est passé de 12 à 20%, donc 12 à 20%, vous progressez. Mais enfin, c'est un univers qui est quand même très rétif. Alors, il y a cette progression donc, dans les intentions de vote. Évidemment, la question qu'on a envie de poser, c'est est-ce que dans les mois qui viennent, pour les municipales, les législatives, sait-on jamais, il va peut-être y avoir quand même une dissolution, la présidentielle, est-ce que le Rassemblement national a l'impression que il réussit à mobiliser ceux qui étaient sortis du système électoral, ceux qui avaient décidé que voter ne servait plus à rien. Est-ce qu'une partie de cette progression de votre base populaire ne vient pas aussi du fait que des gens qui étaient désaffiliés, si j'ose dire, de la vie politique française ont décidé de se remettre dans le coup? Alors, je crois que vous touchez au sujet principal. J'aurais dû vous poser la question plus tard, mais Non, tant mais pis. vraiment, parce que c'est quand vous représentez un parti qui est présenté comme relativement anti-système, enfin un peu moins aujourd'hui, le danger, c'est que quand vous êtes opposé au système, vous avez deux choix, soit avoir un vote radical, fort, disons, comme le Rassemblement national, ou comme la France insoumise parfois d'ailleurs, mais soit alors tout simplement de sortir du système électoral. C'est pour ça d'ailleurs que Marine Le Pen et Jordan Bardella sont très attentifs à ne pas tomber dans des discours d'un pessimisme noir, comme ceux tenus parfois par, excusez-moi de le dire, mais par Éric Zemmour. Si vous dites que tout est fichu, que la démographie est contre vous, ceci, cela, vous n'allez pas voter. Dans ce cas-là, si tout est perdu. Donc, il faut faire attention à garder cette mobilisation. Pour l'instant, c'est le cas. C'est d'ailleurs un des paradoxes constants du vote Rassemblement national, c'est de réussir à faire voter des gens qui ont tous les attributs de l'abstention. Les attributs de l'abstention, c'est connu. Alors, ça a été écrit par un type qui s'appelait Alain Lancelot, qui avait dirigé Sciences Po, et qui a écrit, ça a fait sa thèse sur l'abstention dans les années 60, vous voyez. Et tout ce qu'il a écrit est encore d'actualité, c'est-à-dire que là aussi, je reviens à ma notion de capital social, moins vous en avez et plus vous abstenez. Donc c'est un paradoxe, et d'un point de vue républicain, si j'ose dire, ou politique, disons tout simplement, le Rassemblement national rend un grand service, c'est de réussir à faire voter des gens qui, logiquement, en tout cas, qui, d'après la logique de la science politique, ne le feraient pas. Donc ça, nous maintenons ça. Alors c'est toute l'articulation délicate à faire, c'est de réussir à progresser dans des catégories bien intégrées, tout en conservant ce vote protestataire. Ce vote protestataire, ouais, il va avoir l'occasion de s'exprimer. Donc, pour les municipales, est-ce que les municipales sont pour vous un test national ou au contraire, les logiques de parti sont quand même minorées par la réalité du terrain, l'ancrage des élus, autrement dit, le fait que il y a une proximité en fait du peuple avec cet échelon électoral. Voilà, on sait que les maires ont une cote de popularité infiniment supérieure à celle des députés, sans même parler celle du président de la République. Est-ce que vous avez quand même là aussi une marge de progression que vous avez pu estimer? Alors le problème, c'est moins la proximité, ces notions-là, parce que ça joue surtout dans les petites communes. Il y a des baromètres qui ont été faits par différents instituts en début d'année, là, en septembre, qui montrent, bon, dans les grandes villes, etc., vous rencontrez assez plus souvent votre maire, finalement. Mais notre problème le problème du Rassemblement national sur les municipales, il est un peu ailleurs. C'est le fait que, euh, ça c'est constant, moins votre commune est peuplée, et plus le vote Rassemblement national aux européennes ou à la présidentielle ou aux législatives est élevé. C'est pour ça d'ailleurs que Marine Le Pen, dès 2022, était majoritaire dans la majorité au second tour des communes. Le problème, c'est que c'était des petites communes, donc elle a fini par être lourdement minoritaire. Mais c'est bien le problème. Et or, dans ces petites communes, vous n'avez pas, sur l'immense majorité des communes françaises, vous n'avez pas d'offres politiques. Généralement, vous n'avez qu'une seule liste, ou en tout cas des listes d'intérêt local sur lesquelles il serait très mal vu d'afficher une étiquette. Alors, je vous en parle d'autant plus que je suis aussi délégué départemental du Rassemblement national dans les Hautes-Alpes, et nous montons pour la première fois une liste dans la ville de Gap. Alors là, c'est une liste effectivement sous étiquette Rassemblement national, mais dans la plupart des communes, et dans les communes d'ailleurs où on a fait les plus hauts scores aux législatives des Hautes-Alpes, nous n'aurons pas de liste
Tout simplement parce que personne n'aura de liste, aucun parti politique. Donc c'est bien ça notre problème. Alors on va certainement progresser, mais notre progression réelle dans le pays va être un peu masquée par le fait que dans les métropoles, le vote Rassemblement national est très peu élevé parce qu'on est concurrencé par un vote bobo d'un côté et un vote d'origine immigrée de l'autre. C'est le cas de Marseille, c'est le cas de Lyon, etc. C'est très net. À Paris, prenons l'exemple de Paris. À Paris, nous avons beaucoup progressé à la présidentielle. Et ça signifie qu'entre 2017 et 2022, nous sommes passés de 10% pour Marine Le Pen au second tour à 15%. Il faut imaginer ça. Hein. L'exemple de Paris est caricatural, mais c'est le cas dans la plupart des grandes métropoles et encore une fois, dans la plupart des villes qui vont focaliser l'attention, les résultats vont être très modérés par la composition sociologique. Alors, il y a des villes comme Toulon avec leur Lavalette, par exemple, qui attirent l'attention, et de toute façon, nous aurons certainement des grands succès. Mais encore une fois, ces municipales ne sont pas du tout le reflet de l'électorat national. Voilà. Autrement dit, les dynamiques électorales ne sont pas les mêmes, et ceux qui rêvent, si j'ose dire, d'un Rassemblement national ayant des résultats médiocres au municipal n'ont absolument pas raison d'anticiper que ça signifierait un reflux de la dynamique au niveau national pour les élections d'intérêt national. Oui, bien sûr, c'est un scrutin, non seulement c'est un scrutin local, mais alors cette dimension locale peut nous handicaper, mais enfin on a fait quand même de tels efforts et en termes de formation, quelqu'un comme Julien Sanchez, qui s'occupe de tout ce qui est municipal actuellement au Rassemblement national, fait des formations sans cesse, chaque semaine, etc. Là, il y a une montée en compétences qui est très importante. Et puis un recrutement aussi pour les listes municipales, il y a eu un très gros effort qui a été fait en termes de compétences. Mais encore une fois, ce n'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est que la composition sociologique des villes nous handicape. C'est aussi bête que ça. Donc, moi, je suis assez confiant. Hein. On va avoir des succès symboliques très importants. Au fond, on a une seule ville pour l'instant de plus de 100 000 habitants, c'est Perpignan, qui est d'ailleurs la ville la plus pauvre des villes de plus de 100 000 habitants. C'est pas un hasard. Mais encore une fois, ne voyons pas dans ces résultats des municipales la dynamique traduira notre dynamique nationale, mais les résultats en eux-mêmes ne traduiront pas l'équilibre des forces dans le pays. Ce qui porte cette dynamique, c'est évidemment la manière dont Marine Le Pen et Jordan Bardella collent aux aspirations des Français. Et plus le système rejette le Rassemblement national en continuant à installer des barrières, des cordons, des barrages, des fronts, même si hier, voilà, la chose s'est un peu fendillée, on a l'impression que vraiment votre principal carburant, c'est le fait que Marine Le Pen et Jordan Bardella donc, sont en train d'expliquer que le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut, que le président, évidemment, ne comprend pas les Français, et que eux sont capables, justement, de porter les aspirations du plus grand nombre. Oui, alors il y a différents. Excusez-moi, j'ai été quand même sondeur pendant plus de 30 ans. Il y a un sondage Ipsos Fracture française qui est intéressant, qui est Absolument. sorti par voilà, Le Monde, la Fondation Jean Jaurès, l'Institut Montaigne. Il y a beaucoup de choses là-dedans. On voit qu'on progresse partout et que le Rassemblement national est aujourd'hui non seulement le parti le plus proche des préoccupations des Français, mais surtout c'est un parti qui est jugé comme prêt à gouverner le pays par 47% des Français. Alors, il n'y a que Renaissance, c'est uniquement 30%. Vous voyez donc la gauche, les partis de gauche sont beaucoup moins crédibles pour gouverner le pays. Il y a simplement les LR qui sont à 48%. Nous, c'est 47%. Mais vous voyez, le parti du gouvernement par excellence qui était les LR, à un point près, c'est le même score aujourd'hui que le Rassemblement national. Donc, notre proximité par rapport aux préoccupations des gens, notre position qui converge, ou plutôt l'opinion des Français qui converge avec celle défendue par le Rassemblement national sur beaucoup de sujets. Voilà, nous avons en plus l'articulation qui est très importante et qui a été très bien illustrée par les projets de loi, les 4 qui ont été dans la niche parlementaire du Rassemblement national hier. On réussit à avoir à la fois une proximité avec les Français sur les sujets dits régaliens. Alors, ça a été le vote sur les accords de 68 avec l'Algérie hier, mais il y avait également une proposition qui aurait dû être acceptée, d'ailleurs, sur la sanction rendre de nouveau, comme c'était le cas avant François Hollande,
le fait qu'un séjour irrégulier, comme on dit pudiquement, sur le territoire national soit un délit. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est classique. Mais on avait aussi des choses sur la gratuité du parking pour les hôpitaux, par exemple, ou l'étiquetage des produits agricoles. Vous voyez, enfin, des produits alimentaires, donc par rapport à la production agricole. Donc c'est bien parce qu'on En a fait, réussi à l'étiquetage sur marcher sur l'origine, donc le fait que voilà, les gens sachent que ça a été produit ou non en France. voilà, donc on marche sur deux jambes et sur à la fois, si vous voulez, comme on dit, le régalien et les réalités économiques, triviales, financières des Français, mais qui sont à prendre en compte. Et ça, c'est ce qui nous fait qu'on n'est pas hémiplégique, contrairement à la gauche ou à la droite. La gauche maintient des propositions parfois intéressantes en matière sociale et se préoccupe du pouvoir d'achat, etc., y compris des plus humbles. La droite classique s'intéresse aux régaliens, mais ils sont tous les deux hémiplégiques, ils n'arrivent pas à rassembler ces deux dimensions. Ça a été la force de Marine Le Pen et désormais de Jordan, enfin, avec aujourd'hui à la tête du parti Jordan Bardella, de maintenir cette double dimension. Une double dimension, évidemment, qui parle directement aux Français. Il y a quelque chose qui a l'air de beaucoup parler aux Français. Vous avez raison, cette enquête sur les fractures françaises était passionnante. On a l'impression qu'en fait, la droite, et que le pays a basculé à droite. Et dans toutes les autres enquêtes, comme dans celle-là, on a l'impression aussi que le peuple de droite aimerait bien être au pouvoir et ne pas être frustré de cette victoire par comment dire, des querelles de partis ou des jeux d'appareils qui font qu'on éloigne la droite du pouvoir, mais aussi peut-être un peu par la faute, entre guillemets, des gens de droite eux-mêmes qui freinent pour l'union des droites. Donc, pardonnez-moi de vous poser cette question. Là. Pardon ? Dommage, on était d'accord jusqu'à présent, j'avais l'impression, en tout cas, on pouvait... Là, je vais casser l'ambiance, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout en cette analyse, c'est-à-dire que le peuple de droite, ça n'existe pas. Déjà, si vous lisez Fracture française, j'étais frappé, je révisais juste avant l'émission à l'instant, à quel point le vécu, comme on dit, des individus est différent si vous êtes sympathisant LR ou sympathisant RN. Quand vous êtes sympathisant LR, vous avez un vécu social qui est très proche, qui est même quasiment le même que celui des macronistes, parce que vous êtes retraité prospère. Je simplifie, mais c'est quasiment ça. Lorsque vous êtes sympathisant RN, vous avez une vision de votre place dans la société qui est très proche de celle des électeurs ou sympathisants de la France insoumise. Vous avez l'impression, et c'est le cas d'ailleurs, d'être plutôt au bas de l'échelle et d'être plutôt dans une situation où effectivement vous n'arrivez pas, par exemple, très trivialement, à boucler vos fins de mois. Donc, ce peuple de droite, comme vous dites, moi, je ne le trouve pas. Et si les gens étaient vraiment à droite, eh bien, vous savez, ils feraient une chose très simple. Ils voteraient à droite. Vous voyez, si il y a des partis qui se disent de droite, hein, qui se disent de droite et purement de droite. Ça s'appelle les LR, ça s'appelle Reconquête. À tous les deux, ils font 12% à la présidentielle et si je juge par ma circonscription dans les Hautes-Alpes, eh bien, c'est 7% pour le candidat LR, c'est 38% pour moi-même au premier tour. Donc, vous voyez, si les gens voulaient voter à droite, ils voteraient à droite. Je pense que ça, et si un jour il y avait effectivement un positionnement 100% à droite, si j'ose dire, eh bien, on serait ramené à des scores extrêmement faibles. Nos positions sur encore une fois, il n'y a pas cette... je crois que la droite classique, c'est-à-dire la droite LR, enfin, encore une fois, les gens qui se disent de droite, eh ben moi je considère qu'ils sont de droite, si vous voulez, je suis un garçon assez simple, eh bien, ils n'arrivent pas à convaincre les Français. Et d'ailleurs, ils confondent leur voix avec très fréquemment les macronistes. Rappelez-vous que les députés LR n'ont pas voté la censure, par exemple, très récemment. Encore une fois, il faut être un peu positiviste en politique. Il faut voir un peu ce que font les gens, ce que font les électeurs et ce que font les élus au Parlement. De ce point de vue-là, on voit bien qu'on est dans des univers qui sont différents. Donc, tout est fait au Rassemblement national pour tendre la main à tous les électorats et d'abord à l'électorat de droite. Je vous rappelle qu'il y a quand même un parti allié qui s'appelle l'UDR. On ne peut pas faire plus que l'Union des droites pour la République. On ne peut pas faire plus. Il nous reste 15 secondes. Voilà. Et vous ne m'avez pas convaincu que personne ne veut l'Union des droites, mais vous m'avez convaincu que vous avez très bien analysé effectivement quel est l'électorat du RN et une dynamique absolument passionnante. J'espère évidemment que 2026 permettra de confirmer tous les espoirs qu'on peut porter dans cette dynamique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jérôme Sainte-Marie, et j'espère à bientôt.